Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Donc je rappelle cette information pour ceux qui n'auraient pas suivi le début de la table ronde. Le régulateur des produits alimentaires et médicaux américain, la FDA, Food and Drug Administration, avait donné 75 ans à Pfizer pour publier les documents concernant la sécurité vaccinale du vaccin Covid-19. Heureusement, la justice fonctionne et le juge fédéral Mark Pittman a ordonné à Pfizer de publier 55 000 pages par mois de Pfizer. 12 000 pages avaient été publiées au mois de janvier. Et là, nous avons le 2 mai dernier une nouvelle publication avec de nouvelles informations dans lesquelles on voit notamment les effets secondaires. Je rappelais qu'on peut lire de ce document notamment que Pfizer donc écrit qu'il y a un risque au potentiel important rangé dans la catégorie des VAED, VAERD, c'est-à-dire les maladies aggravées associées au vaccin et les maladies respiratoires aggravées associées au vaccin. Voilà ce qui est écrit noir sur blanc Pfizer. Évidemment, on va pas tout vous lire parce qu'il y a des milliers de pages, mais tout simplement vous dire que dans les effets secondaires sont notés les accidents vasculaires cérébrales, les inflammations lymphocytaires chroniques, les convulsions dans l'enfance, convulsions locales, embolie de l'artère coronaire, thrombose de l'artère coronaire, maladie de Crohn, décès néonatal, infarctus cérébral embolique, pneumonie embolique. Bon, voilà. Alors, évidemment, il s'agit d'effets secondaires. On va nous dire qu'il y en a pour tous les médicaments, qu'il faut réfléchir à la balance bénéfice-risque. C'est aussi ce qu'a fait Alexandra Orion-Caude, qui est notre deuxième invitée pour ce sujet. Bonjour Alexandra Orion-Caude. Bonjour Clémence. Je rappelle que vous êtes scientifique, chercheur, spécialiste de l'ARN et fondatrice de l'Institut de recherche Simplissima. Alors, vous travaillez de toute façon sur les effets de cette nouvelle vaccination depuis le début. Vous n'avez pas attendu les documents Pfizer. Aujourd'hui, il y a également on en parlait hors antenne, ce qu'on appelle des fact-checkers, des gens qui sont venus vérifier ce qui circule autour de ces documents Pfizer et qui nous disent mais non, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à découvrir dans ces documents. Alors qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que ces fact-checkers commencent franchement à me fatiguer parce que ils assènent des mensonges à longueur de temps. Moi, en particulier, ils modifient systématiquement ce que je dis pour mieux dire que c'est faux ce que j'ai dit. Bah oui, c'est sûr que si jamais c'est pas la bonne phrase. Donc, parmi toutes les choses qu'on a eu à entendre, il y a quand même en fait ce qu'on est en train de vivre. Ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est en train de tester un produit sur lequel nous n'avions ni recul, ni expérience. Et ça, il y a juste à écouter le patron de Pfizer. Le 10 mars 2022, alors je ne sais pas si pour les fact-checkers, ça sera très très vieux parce qu'ils disent que c'est vieux. Le 10 mars 2022, il a quand même dit que l'ARN messager était une technologie qui n'avait jamais livré un seul produit. Jusqu'à ce jour, il parle au 10 mars 2022 sur le Washington Post, qui n'est pas un journal connu pour son complotisme avéré, ni un vaccin, ni aucun autre médicament. Et ça, c'est important parce que, vous voyez, par exemple, ça fait partie des choses que j'ai dénoncées dès le début en disant, attention, injecter une population saine avec un ARN, c'est de la folie. Je me souviens d'avoir dit cela. Et alors, je reprends du coup... À l'époque, on nous répondait, mais si, mais en fait... Oui, c'est connu depuis 20 ans. C'est connu depuis 20 ans et les enfants cancéreux ont déjà bénéficié de cette technologie. Oui, mais il s'agit d'enfants cancéreux. Pas Et puis, c'était pas exact. En fait, c'était que des essais cliniques qui étaient en cours et qui n'avaient pas dépassé la phase 2. Donc, de toute façon, voilà. Et puis, donc, moi, je trouve qu'il faut écouter à la source. Et donc, effectivement, écouter le patron de Pfizer, je trouve ça intéressant. Surtout, voilà, il vous explique que l'ARN messager était la technologie pour laquelle ils avaient le moins d'expérience. Il rajoute qu'il a suivi son instinct pour penser que ce que ces scientifiques lui apportaient savaient ce qu'ils disaient. Moi, personnellement, je trouve ça très inquiétant. Donc, alors après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu les articles scientifiques qui, systématiquement, dans tous les articles qui sont sortis, de New England, de Lancet, on voyait que il y avait des problèmes et que ce vaccin n'était pas ce qu'on nous présentait par ailleurs en disant sûr, efficace, etc. Donc, petit à petit, j'ai envie de dire
qu'on voit apparaître ce qui était déjà publié à travers les tableaux, à travers les rapports de l'Agence du médicament européen. Et donc, ce que vous voulez dire, pardon, c'est que ces documents Pfizer qui commencent à être publiés, maintenant, il y a quand même un bon paquet qui a été publié, finalement, ne font que révéler ce que vous aviez déjà révélé à travers les autres études. J'ai pas révélé, ce qui était lu, ce qui était lisible dans les différents documents. Donc là, le triste décès de Madame Doyer, Morissette, de Creutzfeldt-Jacob, de la même façon, il y a des contaminants. Alors ça, c'est quand même vraiment important parce que finalement, c'est la question de est-ce qu'il y a des produits dérivés d'animaux dans ces vaccins, dans ces injections. C'est un problème qui a été très soulevé en Angleterre parce que effectivement, la question du halal est revenue tant et plus. En France, ça a été le silence terrible. Cependant, Pfizer, en fait, a cette question. Y a-t-il des produits dérivés d'animaux, dit oui. Sinon, comment expliquer qu'ils rapportent eux-mêmes des agents des contaminants d'encéphalopathie transmissible spongiforme. Ça veut dire Pfizer dit officiellement oui, il y a des il dit c'est un risque théorique. Animale, oui. Alors après ça, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup après il y a l'agence du médicament européen qui fait son boulot et qui sort pareil en 2020 tout un ensemble de questions en disant mais est-ce que c'est sûr? Donc on parle de la viral safety. Je tiens évidemment tous ces documents à votre disposition, page 72 du document de EMA, numéro 64 856, et qui dit on a un problème parce qu'il y aurait, est-ce que vous pourriez nous fournir des documentations qui nous assurent qu'il ne va pas y avoir de contamination par des prions, par exemple, à nouveau par des agents transmissibles non conventionnels. Donc, la maladie à prions, la maladie notamment de Morissette, qui a fait beaucoup de bruit, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, et il y en a d'autres depuis hélas, depuis le rapport. Et ils sortent 2 niveaux de possibilité de contamination. Le premier niveau, qui sont les enzymes de traitement avec lesquels on a exposé les échantillons, le produit Pfizer, pour essayer de se débarrasser de l'ADN, pour essayer de se débarrasser des protéines qu'on a utilisées, etc. Donc, et le deuxième, ce sont les lipides. Notamment le cholestérol. Et effectivement, on peut se demander si ces cholestérols ne sont pas d'origine animaux, parce que il y a une seule compagnie, à ma connaissance, qui fournisse un cholestérol non animal, végétal, et il se trouve qu'il n'a pas été retenu pour fournir le cholestérol qui nous est injecté. Donc, est-ce que ces cas vont être isolés? J'ai peur que non. Tant qu'on ne circonscrit pas ce premier problème, puisque par exemple, c'est un des nombreux problèmes, on continuera à aller dans un scénario un petit peu désagréable. Alors il y a d'autres questionnements qui sont notamment relevés par ces documents Pfizer, mais pareillement vous avez déjà commencé à travailler sur ce sujet, c'est celui des femmes enceintes vaccinées ou des femmes allaitantes. Oui, alors ça c'est pareil, j'ai lu, il y a que le titre de LCI qui finalement du fact-checking de LCI qui dit effectivement que on n'a pas d'assurance que Pfizer ait dit qu'il fallait injecter en gros les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Alors je me souviens plus exactement du titre, mais enfin c'est à peu près ça qu'ils disent, ce en quoi ils n'ont pas tort. En revanche, j'ai vu la tonalité de tous ces fact-checkers, c'est de dire de toute façon c'est un vieux document et circuler, il n'y a rien à voir comme vous avez dit tout à l'heure. Alors c'est tellement un vieux document que j'ai repris au début, je me suis dit mais il y avait un communiqué de presse en octobre 2021, donc c'est pas très vieux quand même, me semble-t-il, qui disait que effectivement, il était toujours inconnu de savoir si le produit de Pfizer était excrété dans le lait humain. Ça, c'est un document Pfizer. Ça, c'est un communiqué Pfizer. C'est un document de Pfizer même, de BioNTech en l'occurrence, d'octobre 2021. Alors, vous pouvez continuer si vous voulez, parce qu'on peut se dire, ah bah oui, mais c'est vieux. Octobre 2021, c'est vieux. Bah, très bien. Alors, j'ai pris février 2022. En février 2022, un plan de management du risque est présenté par Pfizer
Pfizer. Et de la même façon, donc à nouveau, il nous dit, dans les informations manquantes, il y a l'usage lors de la grossesse et lors de l'allaitement de la femme, en disant que le profil de sécurité n'a pas été caractérisé en entier parce que il y a un manque de données. Et donc, d'ailleurs, ils disent que l'information est mise dans le produit en disant on alerte sur le fait qu'on ne sait pas. Et tant et si bien qu'il précise que ce sont des études en cours et j'ai vérifié qu'effectivement nous avons bien un essai clinique qui a été commencé par Pfizer en février 2021, donc bien tardivement. Je crois que Monsieur Véran avait donc Olivier Véran, entre tout ça, oui c'est ça, entre la première annonce du document de BioNTech dont vous parliez d'octobre 2021 et celle de 2022, eh bien lui en juillet 2021 a publiquement annoncé qu'il fallait vacciner les femmes enceintes et puis lui-même pratiquer la vaccination de l'ancienne députée LREM devenue secrétaire d'État, Olivia Grégoire. Voilà, donc sans attendre la fin de l'essai clinique lancé par Pfizer, sur très peu de femmes et qui ne répondra pas de toute façon au problème de l'allaitement, de ce que j'ai vu de cet essai clinique, qui est vraiment savoir la sûreté, la tolérabilité et l'immunogénicité de ces vaccins chez des femmes enceintes en bonne santé au-dessus de 18 ans. Surtout qu'on les voit dans les effets indésirables cités du document Pfizer. Le décès néonatal fait partie de ces effets. Ça fait partie et ça, je vais revenir sur, vous avez parlé des VARS, qui sont donc ces bases de données qui sont plus faciles, je trouve, en tout cas j'ai pris plus l'habitude de les questionner. Et il y en a il y en avait un qui m'avait vraiment horrifié en mars 2020, où à la deuxième dose du vaccin qui avait été injecté le 17 mars chez une femme allaitante. Le bébé, le lendemain, un bébé de 5 mois, a une éruption cutanée. Et ça, j'ai pu voir par la suite qu'il y a beaucoup d'éruptions cutanées, donc des manifestations par la peau, qu'il y a un problème chez ces petits-enfants qui sont allaités par des mamans qui viennent de recevoir une dose. Puis des pleurs incessants pendant 24 heures, un refus de manger, de la fièvre. Et là, explosion de ces enzymes du foie qui montrent que donc le foie est en grande souffrance. Et la conclusion était thrombocytopénie purpura et le décès de l'enfant. Je trouve que ça fait partie de ces cas, moi, qui m'ont énormément marqué parce que on ne savait pas, on savait. Théoriquement, l'ARN circule dans tous les fluides naturels, donc notamment dans le lait, par exemple les micro-ARN, on en a dans le lait maternel. Donc en théorie, il est logique de penser que ces petites particules lipiduques injectées vont probablement circuler. Je n'en sais rien, on ne sait pas, ça n'est pas documenté. Donc on ne sait pas, je ne vais pas spéculer. Est-ce qu'il s'agit seulement, parce qu'encore une fois, là, j'entends déjà les personnes qui vont vous entendre qui vont dire oui, mais ça arrive tout le temps, c'est un effet indésirable. Oui. Il y a eu qu'un cas comme ça? Non, il y a un très beau tweet que mon collègue Marconius a fait cette nuit en reprenant cas par cas. Donc non, les cas ne sont pas isolés, hélas. Et ils sont suffisamment terrifiants. Enfin voilà, c'est-à-dire que encore, moi je préfère donner tout de suite le numéro. Ce numéro du VAERS, c'est 116 60 62, celui de mars 2020 avec cette éruption cutanée et qui est suivi par plein d'autres cas d'éruption cutanée de ces petits bébés allaités. Il y a d'autres cas et c'est pour ça que je suis pas très réjouie par une publication de Pfizer de documents confidentiels parce que de toute façon, il y a des choses qui disparaissent. Et il y a notamment un cas qui vient de disparaître de sa base de données, qui est le cas 1887-456. Ça m'ennuie beaucoup parce que c'est un cas qui m'avait à nouveau beaucoup touchée. Le 18 novembre 2021, un petit enfant de 2 ans a été injecté
avec sa première dose dans l'Arkansas et il est décédé dans les 6 heures. Il a développé une hémorragie avec du sang qui coule des yeux, des bouches, de la bouche, des oreilles. Donc c'est quelque chose d'assez, ça doit être quand même assez traumatisant, je pense. Et finalement cet enfant est décédé. Comment vous pouvez expliquer cette disparition? On ne l'explique pas. Du coup, il y a des collègues qui sont en train de questionner en disant mais où est passé ce cas que nous avons tous vu? Il ne peut pas disparaître comme cela. Est-ce qu'on peut avoir entre-temps compris que c'était pas lié forcément à la vaccination et donc les avoir enlevés de la base de données? Non, ça serait intéressant, mais ça n'est pas le cas puisqu'effectivement, à partir du moment où ils sont rapportés, ils restent dans la base de données et ça sera l'analyse dans la suite qui décidera. Donc il n'y a aucune raison que ça disparaisse. Donc à partir du moment où ils sont remontés, ils doivent rester. Et c'est vrai que je trouve qu'à nouveau, il y a des cas qui m'ont plus marqué que d'autres. C'est évident que les Creutzfeldt-Jacob, le cas de ce petit enfant allaité, c'est des effets qui marquent parce qu'en fait, ils laissent à comprendre les mécanismes d'action sous-jacents potentiels. Et c'est pour cela qu'ils sont marquants. C'est pas pour mettre en exergue un petit cas. Ça n'est pas un petit cas qu'un enfant de 2 ans qui me décède dans ces conditions, ni un bébé de 5 mois. Alexandra Orion-Caude, dans toute l'histoire de la vaccination, vous avez tweeté: on a arrêté l'injection de produits qui étaient suspectés de déclencher entre 1 et 14 cas de maladies graves pour 100 000 personnes. Et là, vous dites on a largement dépassé ce taux d'alerte, voilà. Pour ces vaccins-là. Donc finalement, rien que ça devrait nous poser des questions. On devrait réagir. Oui, parce que typiquement sur les Guillain-Barré qui ont été l'occasion de suspension du vaccin contre la grippe, notamment. Nous avons un article publié dans JAMA, qui montre l'incidence du Guillain-Barré après vaccination Covid et qui dit il faut arrêter le Janssen & Janssen. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas de moyen de projeter, mais je vous montre à vous. C'est intéressant parce que là à gauche vous avez le diagramme sur Janssen & Janssen, à droite vous avez celui d'ARN messager et vous apercevez que effectivement on voit très nettement que dans les 20 premiers jours, il y a une augmentation des Guillain-Barré, mais aussi entre 21 et 41. Or, c'est pas de chance, parce que cette fenêtre est très peu rapportée. Et ça, à nouveau, on est en train de demander qu'il soit mis dans les bases de données. Parce que là, vous voyez très clairement qu'il y a un cluster de Guillain-Barré à peu près centré au niveau de J28 post-vaccination. Donc, ça n'est pas un hasard. Donc, s'il y a un cluster comme cela, ça appelle que non seulement Janssen & Janssen soient inquiétés, mais aussi les injections ARN messager. Encore une fois, c'est un JAMA. Donc, on a, hélas, dépassé la limite de ce qui permettait dans le passé de suspendre un vaccin. Et puis, je ne parle pas des myocardites ou des arrêts cardiaques, où là, il y a vraiment maintenant des articles extraordinaires qui sont sortis, qui montrent au niveau de pays entiers, que ce soit Israël, que ce soit plusieurs pays, en l'occurrence les pays nordiques, la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande, ils reprennent toutes leurs bases de données, donc 23 millions d'individus, c'est pas rien. Et les chiffres qu'ils montrent sont qu'à la dose 1, vous avez entre 4 à 7 fois plus de myocardite dans les 28 jours qui suivent la vaccination, et à dose 2, donc il y a une augmentation de 9 à 28 fois plus de cas de ces myocardites. Donc, et ça, c'est quelle source? Ça, c'est JAMA, cardiologie. Donc, à nouveau, vous voyez, ou Scientific Reports en Israël, qui montre aussi une augmentation des décès, des arrêts cardiaques, de façon tout à fait magistrale, c'est-à-dire qu'en fait là il y a pas, qui serait largement suffisante pour arrêter normalement n'importe quelle injection chez les jeunes et pas faire comme on est en train de faire, de dire écoutez, on étudie l'injection de Moderna chez les enfants de moins de 5 ans. Bien, merci beaucoup Alexandra Orion-Caude, chercheuse spécialiste de l'ARN et fondatrice de l'Institut de recherche Simplissima. Je rappelle que tout ce que vous avez dit est sourcé, que on peut même, si vous le souhaitez, depuis le début, vous donner les sources, et bien sûr depuis le début, mais vous donner ces sources en ligne
lien à la suite de cette émission. Merci encore. Merci, merci beaucoup Clémence. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.